Au sommaire, bon, quelques éléments de mise en contexte. Les bases à connaître, quelles sont les principales déclarations, les échéances, comptables, on doit au moins connaître sans avoir à les faire, mais au moins savoir de quoi il s'agit, même quand on le délègue. Et puis, comme je le disais, on va parler des outils qui vous servent, vous, à bien gérer le minimum de votre côté. Bien comprendre la comptabilité. Comme je vous disais, la comptabilité, le but, c'est quand même pas toujours d'y perdre trop de temps. Donc, on va voir le principal aujourd'hui. Moi, il y a un message que j'aimerais bien vous faire passer, c'est que, ce que je dis aussi à mes clients, pouvoir se concentrer sur votre business. Donc encore une fois, là, on va donner les clés de compréhension par un cours compta magistral. Les clés de compréhension, alors petite mise en perspective un peu historique pour parler de la comptabilité, parce qu'on a souvent l'impression qu'en gros, quand on se lance en tant qu'indépendant, on a toute une masse de choses à gérer, parmi lesquelles la comptabilité, comme si c'était en sorte d'obligation de l'administration, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment universel. Je vous ai mis quelques dates d'un point de vue historique, hein, c'est des traces de compta depuis en fait 5 millénaires, hein. Celle qu'on connaît aujourd'hui, avec la partie double, j'y reviens juste avant, elle date du Moyen Âge, hein, du 16e siècle, du 15e siècle. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois universel d'un point de vue historique, mais même aujourd'hui, sur tous les pays, il y a de la comptabilité, plus ou moins contraignante, évidemment, elle l'est chez nous, mais dans tous nos voisins européens, c'est à peu près la même comptabilité. Quand je dis la même comptabilité, c'est quoi? C'est notamment des obligations comptables qui sont dues à la TVA, et surtout ce qu'on appelle la partie double. La partie double, c'est quoi? Quand vous avez une opération comptable, et quand vous avez compris ça, vous avez fait un grand pas dans qu'est-ce que c'est la comptabilité, c'est comment on classe ces opérations comptables. C'est-à-dire, j'ai une opération sur mon compte bancaire, comment ça se transcrit dans des documents qui sont des documents comptables. La partie double, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une opération, il y a une contrepartie, d'accord? Donc quand on a une écriture comptable, il y a une autre écriture en fait. Donc quand j'ai une dépense de 1000 euros, c'est l'exemple suivant, on a un ordinateur, pas très cher du coup pour l'ordinateur, mais un ordinateur de 1000 euros, j'ai moins 1000 euros sur mon compte bancaire, donc j'ai un compte bancaire, le 512 banque, celui-là peut-être que vous le connaissez. J'ai une écriture comptable qui impacte le compte 512, mais j'ai aussi une écriture comptable qui va me permettre de dire, bah voilà, dans tel compte, j'ai un ordinateur à l'actif de la société. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend pas mal de choses. On peut aussi, pour se projeter, comprendre que ces écritures, finalement, elles nécessitent parfois une bonne compréhension de ce qu'est la comptabilité et surtout des règles du plan comptable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui des logiciels qui savent traduire une dépense de 1000 euros sur l'achat d'un ordinateur, mais qui, pour certains points spécifiques, ne sauront pas correctement remettre la contrepartie. C'est pour ça que le rôle du comptable est aussi très important encore actuellement, malgré tous les efforts et les progrès qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle sur les logiciels. Cette contrepartie-là, elle n'est pas toujours évidente. Là, on a pris un exemple simple, ça doit être un petit peu plus compliqué. Ensuite, ok, c'est une obligation légale, mais c'est également un levier stratégique. Le message que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que notamment aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase où on présente des pré-bilans, par exemple. La comptabilité, finalement, nous permet de ressortir de la data, hein. Le temps qu'on passe avec nos clients, on ne passe pas pour analyser justement ces écritures comptables, les contreparties. Ça produit de la data, ça produit des choses qui permettent de bien gérer l'entreprise et savoir où est-ce qu'on en est dans le cadre de l'activité. Donc évidemment, il y a les obligations comptables et ça va servir aussi nos impôts. Il y a pas mal de déclarations, on va en reparler, le bilan, l'alias fiscale, donc la TVA. Mais je pense que le plus important, c'est aussi que même quelqu'un qui n'a pas de comptabilité à faire, je pense au micro-entrepreneur, il a tout intérêt à essayer de produire cette data-là. Sans cette donnée, évidemment, c'est plus compliqué pour piloter son entreprise. Je vous parlais de la micro-entreprise. Pourquoi? Alors juste pour faire un petit peu une segmentation. Quels sont les statuts qui ont besoin de mettre en place ce type de comptabilité un peu plus complexe et quels sont les statuts qui n'en ont pas besoin? Et ça se résume de cette façon, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, c'est justement le statut light. Quand on parle de déclaration, finalement, on parle même pas forcément de comptabilité. Il n'y a pas ce que je viens de dire avec la partie double, par exemple. Un micro-entrepreneur, il voit son chiffre d'affaires arriver sur le compte, à la fin du mois, il le déclare. Tout ce qui est en positif, j'ai encaissé 10 000 euros, je déclare 10 000 euros. Là-dessus, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'accompagnement comptable. On regarde son compte bancaire, on déclare ce qui est arrêté dessus. Par contre, le régime réel, il y a tout un tas de retraitements, hein, comme les IED, le chiffre d'affaires, mais aussi les dépenses déductibles. Et donc, ces dépenses déductibles, c'est celles qu'il faut classer correctement dans des sous-comptes. Et c'est là qu'on parle de régime réel autant pour une entreprise individuelle, hein, puisque c'est possible, tant donc plus souvent pour les sociétés. Donc, souvent, c'est justement ça qui va faire qu'on va partir en société. C'est-à-dire quand on a ces frais-là qui sont déductibles, eh bien, c'est ce qui va rendre intéressant d'avoir un régime réel, hein, au passage. Donc, micro-entrepreneurs, s'il y en a parmi vous qui sont connectés, finalement, je vais vous dire, peut vous concerner. Mais dès qu'on a un régime réel, là, la portabilité devient plus complexe.
Donc là, je vais vous parler des principales, déclarations. Alors, avant de venir aux déclarations, peut-être, vous, en tant qu'entrepreneur, même si vous, prenez un comptable, quelles sont les obligations, administratives, eh bien, gardez en tête ces 3 points-là. Aucune dépense, doit être faite sans garder un justificatif. Une souplesse pour les petits montants, on peut parfois, zapper une dépense de resto, on saura la classer, il y a pas de problème. Mais sur le principe, toutes les dépenses de la société doivent avoir en place un justificatif, ça c'est important. Ensuite, c'est pareil côté encaissement. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir du chiffre d'affaires qui arrive sur votre entreprise, sur votre compte bancaire, sans que, on puisse le justifier avec une facture client qu'on a envoyée au client. Cette facture-là, il faut la faire à partir d'un outil de facturation. D'ailleurs, sur ce point-là, c'est pas tout de suite, mais il faut quand même l'avoir en tête. Il y a le sujet de la facturation électronique qui va bientôt rentrer en vigueur. La facturation électronique, c'est quoi? C'est quand j'envoie ma facture au client, il y a une plateforme en ligne, entre guillemets, qui va récupérer ces données de facturation, l'état de facturation, ce que c'est payé, ce que c'est pas payé, le montant de la TVA. Et ça, évidemment, ça va servir aux impôts. Ça permet de d'autant mieux contrôler, mais ça va aussi parfois simplifier, automatiser les opérations à partir du moment où on utilise le bon logiciel et le bon compte bancaire. Bon, ça vient pas, c'est pas le sujet, mais gardez ça en tête. D'ailleurs, vous parlerez des outils tout à l'heure. Nous, on est déjà à jour sur la facturation électronique. Et donc, ces principales déclarations, c'est quoi? Eh bien, ça va notamment être la TVA, qui concerne pour le coup les micro-entrepreneurs également. Pourquoi? La TVA, elle est due, quel que soit le statut, à partir de 37 500 € de chiffre d'affaires. Dès que j'encaisse plus de 37 000, je dois être soumis à TVA, c'est-à-dire que je la collecte. Donc, quelqu'un qui faisait des factures de 1 000 € hors taxe ne mettait pas la TVA, il va devoir mettre 1 000 € plus 20% de TVA, 1 200 € du coup. Je précise que ça change rien sur son chiffre d'affaires, hein. On encaisse toujours 1 000 €, simplement, on va faire un petit peu la transition pour l'État du montant de TVA qui va être collecté. On est un collecteur, évidemment, du coup, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si on a des dépenses, on a nous-mêmes payé de la TVA, et cette TVA est déductible, eh bien, elle va être retirée du montant de TVA collecté qu'on va reverser aux impôts. Et là, le rôle du comptable va être de faire ce calcul. Généralement, nous, on préfère faire la déclaration tous les mois. Ça c'est plus au fur et à mesure. Donc, tous les mois, on va regarder ce qui a été encaissé, collecté. On va regarder tous les frais qui ont généré de la TVA déductible. Alors là, pour le coup, il y a pas mal de pièges. Je les remets pas ici, ça peut être compliqué. Quand je parle de pièges, ça veut dire qu'il y a des dépenses sur lesquelles on a payé de la TVA, mais pour autant, elle n'est pas déductible. C'est des dépenses pour lesquelles le taux de TVA n'est pas de 20%, donc il y a des taux spécifiques, 10% dans la restauration, par exemple, ou 5,5. Donc là, il faut faire attention, en fait. Donc, quand on déduit la TVA, quel est le bon taux? Est-ce que c'est bien de la TVA déductible? Le plus gros exemple, c'est peut-être le véhicule professionnel. Si j'achète un véhicule perso, un véhicule dit de tourisme, donc pas un utilitaire, que je paye comme si j'étais particulier à TVA, par contre, je pourrais pas la déduire. Souvent, c'est d'ailleurs lié à l'hébergement au transport, hein, ces règles spécifiques là. Et donc, tout ça pour vous dire que la TVA, c'est pareil, facile de faire le calcul pour la TVA collectée, les micro-entrepreneurs le font, mais pour la TVA déductible, il y a pas mal de pièges qu'il faut savoir éviter. Une fois qu'on avance dans l'exercice, qu'on arrive à la fin de l'exercice fiscal, il y a le bilan. Et donc, le bilan, c'est notamment l'alias fiscal. Je vais y revenir pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est l'alias fiscal qui va donner l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés donne lieu à une déclaration spécifique. Généralement, pour ceux qui clôturent au 31 décembre, ça se fait au printemps de l'année qui suit. Les déclarations concernent aussi les cotisations sociales. Donc, pareil, en fonction du statut, c'est pas du tout la même chose. En micro-entreprise, c'est en fonction du chiffre d'affaires. En société, c'est en fonction de la rémunération. Quand on est en SASU, ça donne une fiche de taille carrément. Donc, c'est pas du tout les mêmes modes de déclaration, mais ça reste commun à tous les statuts. Il y a des déclarations pour les cotisations sociales. Moins connues, moins coûteux aussi, c'est pas des gros montants, mais il y a aussi la CFE. La CFE qui est une sorte de taxe foncière, mais pour les professionnels. Alors, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de posséder un bien immobilier. Simplement, en étant domicilié quelque part, forcément, on paye une CFE avec une surface minimum de 9 mètres carrés. Et puis donc, le véhicule de société, j'en parlais pour la TVA, il y a un autre inconvénient quand on a un véhicule de société, alors ça a plein d'avantages, mais il y a aussi l'inconvénient de payer une taxe sur les véhicules de société. Aujourd'hui, c'est surtout lié, si vous voulez, aux émissions de carbone. Plus votre véhicule va être émetteur, plus la taxe qu'on va payer dessus va être importante. Vaut mieux privilégier. Il y a beaucoup d'incitations quand même pour les véhicules électriques de ce point de vue. Donc ça, c'est les principales déclarations. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir, vous en doutez, tout un tas de déclarations particulières. Mais là, c'est vraiment celles qui vont être communes à des activités classiques. Je voulais quand même profiter de cet échange qu'on a aujourd'hui pour faire un petit focus sur le bilan. Pareil, en restant dans le temps imparti et sans complexifier les choses, je vous propose de regarder un modèle de bilan ultra simplifié. Pareil, pour bien comprendre ce qu'il y a dans le bilan, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est en fait une photographie, on va souvent le présenter comme ça, une photographie du patrimoine de l'entreprise à la date. À la date du 31 décembre, par exemple, sous clôture au 31 décembre. On faisait une analogie avec une news qu'on aperçoit. Par exemple, on a acheté une maison à 200 000 €. On a fait financer l'achat de la maison par un prêt bancaire de 200 000 €. Eh bien, moi, mon bilan va être équilibré, c'est-à-dire que j'ai un bien qui vaut 200 000 au premier jour et je dois 200 000 à la banque.
Donc j'ai un actif de 200 000, j'ai un passif, une dette de 200 000. Ça va être la même chose pour une société, sauf qu'on va avoir beaucoup de choses, pas seulement du patrimoine immobilier, il y a beaucoup de choses qui vont être intégrées à l'actif et d'autres au passif. Ce qu'on a et comment on l'a financé. Donc ce qu'on a classiquement, j'ai déjà parlé d'un ordinateur, un véhicule, donc ça c'est de l'actif qui va être immobilisé, qu'on va garder sur le temps long, et il y a de l'actif qui va être dans la société mais à plus court terme. C'est-à-dire que potentiellement dans 3 mois on l'a plus. Ça peut être quoi? Ça peut être une créance client. J'envoie une facture de 1 000 €, eh bien, ça veut dire que j'ai pas 1 000 € sur le compte, mais par contre, on me doit 1 000 €. Et donc ça, on le compte évidemment dans le bilan de la société. De la même manière que si on les doit, eh bien, ça vient dans le passif de l'entreprise. Quelque chose de tout simple également, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est mon actif. C'est beaucoup plus liquide évidemment qu'une bien immobilisé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sous-parties, du moins liquide au plus liquide. La liquidité, c'est la capacité à vendre rapidement le bien, on va dire. Donc la disponibilité, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus liquide. On pourrait ajouter, par exemple, dans l'actif d'une entreprise, ses participations financières, ce qu'elle peut détenir dans les parts d'autres sociétés, ses titres boursiers, par exemple, ses obligations. Tout ça, ça va être dans l'actif. Tout ce que, quand on rachète une boîte, en gros, on achète tout son actif. Et la partie à droite, le passif, c'est comment tout ce qui est à gauche, l'actif a été financé. Donc au tout début, quand on va créer une société, on va lancer la société avec un capital social. Donc il y a l'apport au moins des associés en capital social. Pourquoi c'est en passif? Parce que le jour où la société s'arrête, le but c'est que les associés se reversent le capital. D'accord? Donc c'est comment on a financé tout ça, notamment avec le capital social qu'on a mis dans la société. Ensuite, au fur et à mesure des exercices passés, on aura aussi des bénéfices qui aura été conservés dans la société et qui aura permis de financer peut-être des immobilisations, qui aura permis de financer les investissements. Donc on retrouve dans la partie droite les précédents résultats, d'ailleurs que ce soit positif ou négatif. On peut aussi financer tout ça avec de la dette bancaire, l'exemple classique, tout le monde a un emprunt bancaire. Et puis les dettes fournisseurs, comme pour les créances clients, ça veut dire que comme moi mes clients me payent parfois à 30 ou 60 jours, de la même manière, moi je vais aussi chercher à retarder le paiement de mes fournisseurs. Pour autant, quand je reçois une facture, même si je ne l'ai pas encore payée, je le dois et donc ça rentre dans le passif de la société. J'espère que ce point-là il est assez clair parce qu'une fois qu'on comprend ça, quand on peut comprendre son bilan, c'est quand même beaucoup plus confortable en tant que gérant d'avoir ces éléments de base. Évidemment, c'est des notions qui sont parfois un peu abstraites, mais ouais, j'espère qu'avec ce bilan, on va dire simplifié, ça vous donne les bases, les clés de compréhension. Et je rajoute un point, c'est que le bilan, la colonne de gauche doit toujours être à l'équilibre avec la colonne de droite. L'actif doit correspondre au passif. Si un déséquilibre, c'est qu'il y a un problème dans la comptabilité. L'autre grand document qu'on va avoir à la fin de l'année, sur lequel généralement d'ailleurs on s'attarde un peu plus, puisque c'est celui qui va nous dire qu'est-ce qu'on a gagné cette année. Donc le compte de résultat. En haut, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout ce qui a été encaissé. Donc ça peut être traité dans différents comptes, si on a plusieurs styles d'activité, par exemple si on a de la vente de marchandises, de la prestation de services, de la location de matériel, etc. Tout ça va pas dans le même compte, mais globalement, c'est ce qu'on a encaissé, c'est le chiffre d'affaires. Et en dessous, on a toutes les dépenses de l'entreprise. Donc c'est là qu'il y a une liste un petit peu plus longue, tout type de dépenses possibles. Les dépenses qui sont dedans, c'est tout ce qui a été engagé dans le cadre de l'activité, donc qui était déductible fiscalement. Et donc le delta, la différence, le chiffre d'affaires moins les dépenses, vont donner le résultat courant de l'entreprise, pour faire simple, du coup. Alors après, il y a aussi le résultat financier, le résultat exceptionnel, mais c'est des choses qu'on voit quand même moins. C'est des choses qui ne seront pas générées classiquement par l'exploitation de l'activité, si vous voulez. Donc ça va potentiellement, à la marge, affecter le résultat courant, mais le résultat courant, donc c'est le chiffre d'affaires qui a été généré par l'activité, moins les dépenses qui ont été générées par l'activité. Le résultat courant, on espère évidemment qu'il soit positif, il peut arriver qu'il soit négatif, donc ce qui en a un peu plus, c'est reportable. Mais du coup, c'est bien la différence des deux, et c'est ça qu'on regarde précisément avec nos clients à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le niveau des dépenses? D'ailleurs, quand on prend un petit peu d'avance, comme on le fait actuellement, on peut peut-être avoir des leviers à ce moment-là. Quand on regarde au mois d'octobre, novembre, la marge qu'on a pour passer de la dépense, pour affiner aussi le montant de la rémunération sur les derniers mois. C'est le compte de résultat qui nous dit tout ça. Et que généralement, on passe plus de temps dessus. Là, c'est plus simple parce que c'est vraiment beaucoup plus concret, c'est ce qui est rentré, ce qui est sorti. Ça va faire partie des éléments qu'on va retranscrire aux impôts, alors via une liasse. Donc la liasse va donner en mode un peu plus formalisé tous ces éléments-là et donner lieu à une déclaration. Voilà pour les principales déclarations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur? Alors quand on essaie de prendre en main sa comptabilité, alors ce qu'on voit classiquement, c'est le mélange du perso et du professionnel. Alors à surtout pas faire parce que passer des dépenses personnelles pour l'entreprise, évidemment c'est des fautes du point de vue des impôts. La société n'a pas vocation à prendre en charge des dépenses personnelles. Notre rôle, nous, ça va être de dire ça c'est un petit peu entre les deux. Donc telle ou telle dépense, par loyer par exemple, une mutuelle, une prévoyance, même un PER, ce genre de choses qui sont un petit peu à la frontière du perso et du pro, c'est notre rôle de dire tout ça on peut bien le mettre sur la société. Par contre, commencer à faire des achats qui n'ont rien à voir avec le professionnel, eh bien si on n'envisage pas un remboursement rapide
lead de la société, bien dans ce cas-là, on peut être complètement hors règle fiscale. Ça, c'est un premier point à avoir en tête. J'en ai déjà parlé, mais je le redis, si vous débutez et que vous n'avez pas encore de comptable, bon, tout est rattrapable, mais gardez bien tous les justificatifs. Sans justificatif, on ne peut pas, du coup, traiter correctement les éléments, et surtout, on a l'obligation de les garder pendant 10 ans. C'est vraiment une obligation du dirigeant. Et donc, prendre ces bons réflexes dès le début, parce que cette négligence, sinon, peut coûter assez cher. Alors, quand on dit qu'il peut coûter cher, c'est que moi, quand j'ai un client qui me dit il faut rattraper 2 ans de compta, c'est bon, il y a un devis qui va avec. Mais c'est surtout par rapport à l'administration fiscale. Plus on prend du retard, plus derrière, on a des risques d'oublier des choses, des risques d'erreur, des risques même d'oublier une déclaration. Ça, on peut le voir aussi. Et donc, le message que je peux faire passer, c'est surtout, faites-vous accompagner si vous ne vous sentiez pas à l'aise vous-même avec ces déclarations. Les outils. Donc en fait, si vous le sentez, il y a des logiciels de comptabilité qui vous permettraient de faire votre propre comptabilité. Nous, on va fonctionner avec un logiciel qui s'appelle Time, c'est le JME, je me mets juste après. L'idée, c'est de faire pas forcément votre comptabilité et faire les déclarations, mais faire de la pré-comptabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous envoyez une facture avec Time, c'est tout en un. Vous faites d'autres facturations, vous gardez les frais en version dématérialisée, vous avez le compte bancaire qui est directement relié. Donc finalement, il y a beaucoup d'automatisation qui vont se faire. Et ce qui n'est pas automatisé, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est qu'on le fasse, les déclarations, les bons comptes, etc. Mais vous, avec Time, vous avez quand même la possibilité de voir où est-ce qu'on en est en termes de chiffre d'affaires, quel montant de TVA va être prélevé par les impôts, tout ça en live, en direct, quand on se connecte. Et surtout, quand vous envoyez une facture, nous, on peut voir la facture directement. Quand vous enregistrez une note de frais, on voit directement la note de frais. J'ai encore parfois des gens qui nous contactent en me disant, moi, j'enregistre tout ça, je mets ça dans un classeur et puis je vais le déposer au bureau, au cabinet comptable. Mais ça me suffit plus. En tout cas, ça doit vraiment rester à la marge. C'est pas du tout efficace. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cet outil. Il en existe d'autres, mais ça va être le plus complet dans le sens où il intègre à la fois le compte bancaire, la facturation, le suivi d'une unité kilométrique, le suivi d'une note de frais, et surtout, c'est assez récent, en tout cas ça a été peaufiné récemment, un dashboard qui est vraiment très bien fait. On peut peaufiner où est-ce qu'on en est en termes de chiffre d'affaires, de trésorerie, vraiment les choses très classiques, mais également personnaliser des graphiques pour un type de dépense en particulier, pour un salarié en particulier. Donc là, finalement, ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tout en gérant cette pré-comptabilité. Finalement, je vous conseille d'aller sur le site, sachant que on parle de Time, ça peut fonctionner avec n'importe quel cabinet. Ils ont plus de 2000 cabinets partenaires. En fonction de l'activité, il y en aura forcément un qui saura gérer.